Il faut arrêter de penser qu'on peut, le cerveau est une machine, qu'on peut travailler 6-7 mois à fond et ensuite voilà, couper 3 semaines, un mois. Je pense que le cerveau, il n'est pas fait ni pour travailler 6-7 mois à fond, ni pour couper finalement 3 semaines, un mois. Et ce qui me fait peur dans voilà, l'entourage des mitrailleurs, c'est de voir certains vouloir avancer très vite, voilà, d'accentuer encore plus la notion de balade sur une course et de partir extrêmement relâché. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de François, un nouveau François dans le podcast. Je suis très content de te recevoir, François. On a été mis en relation avec Flo Why Not, qui a réalisé la cover de ce podcast et aussi le design de la bière endurante, qui est un nouveau projet que j'ai lancé à l'heure où on tourne ce podcast-là. Donc quelqu'un qui court très très vite, le Flo, et avec qui on a déjà enregistré un épisode que je vous invite à aller écouter. Comment vas-tu, François ? Salut François, ça va bien, ça va bien. Je te remercie de me recevoir dans ce beau podcast de qualité, je tiens à le préciser. Merci aussi à Flo pour la mise en relation. Écoute, merci beaucoup pour ces gentils mots déjà dès le début. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir François. Bonjour à tous, moi c'est François Pellan, donc j'ai 42 ans. J'habite en Bretagne, précisément à Dinan. Je suis en couple, 2 enfants, Hugo et Louise. Et j'aime à me qualifier comme un épicurien en fait. Voilà, la dimension plaisir, elle est fondamentale pour moi. Dans la vie, je suis dirigeant donc d'une agence de communication et d'événementiel qui s'appelle Paul et Malo, comme les 2 prénoms. Et cette agence est basée, on va dire, entre Dinard et Paris. Donc, d'un point de vue sur la communication, on va proposer de la production de contenu, principalement photo-vidéo, un métier que tu connais bien, François. Et puis, cette production de contenu, elle est au service donc des sites web, mais surtout des réseaux sociaux. Voilà. On connaît l'essor et l'engouement pour les réseaux sociaux. Il faut les alimenter, donc on est là pour ça. On a une quinzaine de clients qui sont fidèles depuis une dizaine d'années, puisque l'agence existe depuis une dizaine d'années. Sur la partie événementielle, on a donc créé un événement qui s'appelle le défi Sport et Nature, qui a lieu tous les ans au domaine des Ormes, un très joli domaine. Et l'objectif, c'est de proposer un événement convivial à nos clients. Voilà, un challenge sportif inter-entreprise avec des battles. Voilà, il y a un peu de course à pied, de la tyrolienne, du parcours acrobranche. Voilà, et du paddle. Donc c'est assez chouette comme événement et ça permet de mieux connaître ses clients en dehors du travail. Et puis le dernier projet, le nouveau-né, qui me tient à cœur, c'était un projet que j'ai créé en septembre dernier, qui s'appelle Slow. C'est un réseau professionnel qui vise à proposer en fait tous les 2 mois une micro-aventure de déconnexion pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises. Voilà. Et ça, c'est très chouette comme aventure. C'est quelque chose qui est très très en vogue, ça, la micro-aventure. C'est un terme que, tu vois, étonnamment, j'avais pas entendu parler de ce terme-là et quand j'ai réalisé un tournage là récemment pour Ushuaïa TV, pour une émission qui s'appelle Bouger Vert. Et c'est vraiment leur credo, ça, la micro-aventure, le concept de partir comme ça, de sortir un peu de sa zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de faire, juste le temps d'une journée, d'une demi-journée. Et c'est quelque chose qui plaît énormément. Oui, ça plaît énormément, puis c'est surtout une nécessité. On a besoin. Moi, j'aime à rappeler qu'en fait, déconnecter, c'est vraiment le nouveau luxe. Je pense dire cette phrase une fois par semaine, mais aujourd'hui, déconnecter, c'est une nécessité. C'est un réel besoin. On a vu encore plus après le confinement qu'il y a une fatigue, il y a une usure mentale et physique. Et je parle du dirigeant là qui est le public cible, mais finalement ça concerne tout le monde. On a besoin finalement, je pense, de couper moins longtemps, mais plus souvent. Voilà. Et ça c'est important. Il faut arrêter de penser qu'on peut, le cerveau est une machine, qu'on peut travailler
6-7 mois à fond et ensuite voilà couper 3 semaines, un mois. Je pense que le cerveau il est pas fait ni pour travailler 6-7 mois à fond, ni pour couper finalement 3 semaines, un mois. Parce que quand on revient de vacances après 3 semaines, ça a dû t'arriver déjà. C'est compliqué de se remettre dans ses mails, de se remettre finalement dans le train-train quotidien. Donc voilà, je suis parti de ce constat-là finalement, ce double constat. Le premier, c'est qu'on a besoin de couper plus souvent. Et le deuxième constat, c'est qu'il fallait répondre à cette fatigue, cette usure vraiment mentale, et de proposer bien évidemment des formats courts parce que bah, les gens n'ont pas forcément le temps de partir 3 jours comme ça en semaine parce que ça se fait en semaine en plus. Donc moi mon format il est très simple, hein. On se donne rendez-vous donc à midi le jeudi et ils repartent à midi le vendredi. Voilà. C'est quelque chose qui est, je trouve, vraiment d'utilité, publique, de santé publique, de communiquer, de sensibiliser sur ce sujet de la déconnexion. Hem, Surtout quand on travaille comme toi sur les réseaux, sociaux, qu'on anime, les réseaux de ses clients ou les siens comme c'est mon cas. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Même si j'ai ma femme qui me sert un peu de garde-fou là sur ce sujet-là. Parce qu'elle m'impose c'est elle qui m'impose des heures comme ça où tu te dis: «Bah, allez arrête, c'est bon quoi». Et c'est vraiment d'une grande utilité, hein, parce que, c'est vite prenant quoi, de checker ses notifications, tiens, un client qui t'envoie un message sur, ta messagerie qui est installée sur le site, il a besoin d'une info, tu as envie de lui donner tout de suite, même s'il est 22 heures. Enfin, c'est très, 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 chronophage en fait, et prenant mentalement ces sujets-là. Donc, comment qu'est-ce que tu conseilles et comment tu fais pour sensibiliser les dirigeants qui viennent lors de ces stages à ces sujets de déconnexion? Alors déjà, c'est assez radical, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la règle d'or, lorsque tu acceptes de participer aux réseaux sociaux, pendant ces 24 heures, il n'y a pas de téléphone portable. Et donc du coup, bah, il faut s'y préparer parce que ça, c'est vraiment une règle d'or et j'insiste là-dessus. Symboliquement, je souhaite même mettre les téléphones dans une petite boîte et la fermer à clé. Euh, je suis pas là pour fliquer les gens et je veux que les gens comprennent on a besoin finalement de se séparer à un moment donné voilà de cet objet qui monopolise en fait notre attention au quotidien. Voilà, les chiffres me font peur hein, quand je vois le nombre d'heures passées sur son téléphone portable. Il nous faut réagir par rapport à ça. Et donc du coup, pendant 24 heures au moins, je sais qu'ils ne sont pas sur leur téléphone, que tout le monde est présent et qu'on peut nourrir des discussions intéressantes. Parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est finalement, c'est de réunir un petit groupe de dirigeants, d'échanger, de parler, de phosphorer ensemble sur ce qu'on peut mieux faire demain. Et ce qu'on peut mieux faire demain, c'est déjà finalement de déconnecter un peu. Parce que voilà, le numérique est omniprésent. Il y a ce phénomène d'infobésité qui moi me fait peur et on a finalement cette nécessité de réagir vite et bien. Donc voilà. Après moi au quotidien, ce que je vais leur dire, c'est que tu parlais tout à l'heure des notifications. Bon bah typiquement ça, c'est à bannir. C'est à bannir, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que toi, tu décides du moment euh, sur l'utilisation de ton téléphone portable. Il faut, comme ta compagne te l'a indiqué, que tu te fixes des créneaux. Voilà, pour regarder, un petit peu comme les mails d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut te fixer des créneaux horaires dans la journée où tu peux regarder un petit peu ce qui se passe, voilà, quel type de notification tu as pu avoir. Et puis une fois que l'heure est passée, tu passes à autre chose. Parce que le fait d'avoir ce petit objet dans la poche et d'avoir les notifications actives, eh ben, j'ai l'impression que voilà, physiquement on est quelque part, mais en fait on est nulle part en fait. On est toujours finalement dans dans ce virtuel et ça peut faire peur. Hein. On est encore plus quand on est influenceur sur les réseaux sociaux. Je,
voilà, je crains un peu la suite, c'est-à-dire qu'en fait, je considère l'influence marketing comme un vrai métier, mais lorsque ça s'arrête, j'ai vraiment peur de l'usure mentale de ces gens, parce que plus dur peut être la chute, quoi. Il y a une forme il peut y avoir une forme de dépression finalement quand on n'existe plus et qu'on a existé sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je souhaite finalement aux influenceurs, hein. Je leur souhaite d'exister longtemps, mais voilà, il y a un moment donné, comme toute chose, ça s'arrête et je pense qu'il faut se protéger de tout ça. Donc voilà, le petit conseil que je donnerais, c'est au moins désactiver les notifications et peut-être aussi de faire le tri dans ces applications. Parce que là aussi, des fois, ça me fait peur de voir des téléphones avec autant d'applications. Voilà, ça ne m'étonne pas finalement de voir les chiffres actuels sur la consommation du téléphone mobile en France, quoi, hein. En Mmh. France et même à l'étranger, hein. Alors j'en ai pas reçu beaucoup des influenceurs sur le podcast. C'est souvent des influenceurs qui sont aussi, athlètes élites. Je sais pas, je pense à Alexandre Bouchex, casquette verte, Mhm. hem, par exemple, ou d'autres. Mais, c'est un vrai sujet ça, la redescente, la rechute, l'addiction, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on en reçoit un petit like, un commentaire, c'est finalement, un micro cœur, micro dose d'amour qu'on nous envoie. C'est ça. Et puis en fait, le cerveau, il en redemande, et quand on l'a plus, après, on a l'impression, je pense, qu'on nous aime plus, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, Eh bien, c'est François, tu as biaisé. tout résumé. C'est Mmh. exactement ça. Tu as tout résumé en fait, hein. C'est amour des amours et puis effectivement, il faut savoir gérer la fin parce que il y a toujours une fin. Donc il faut se protéger de tout ça. Ouais. Mmh. Non, c'est vraiment c'est un sujet, et je pense que je vais en recevoir quelques-uns, influenceurs, pour voir un peu comment est-ce qu'ils gèrent. Et d'ailleurs, si vous moi, j'en suis pas des influenceurs, donc si jamais vous, auditeurs, vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à le faire. Vous savez comment me contacter, me trouver facilement. Hem, mais toi, du coup, tu me disais, en off, que tu étais pas du tout, réseaux sociaux, toi, à titre perso, quoi. Alors que tu travailles dans ce milieu-là, et tu as réussi à te déconnecter, assez radicalement, en fait, de ces réseaux. Oui, c'est ça. Alors, je vais pas mentir, hein. J'ai testé tout ça quand c'est arrivé. De 2006 à 2010, j'étais actif. Et puis après, je me suis vite rendu compte qu'il fallait, je passais suffisamment de temps sur les réseaux sociaux des clients de l'agence et qu'il fallait que je récupère du temps. Et une des façons de récupérer du temps, c'était finalement de me désinscrire. Euh, alors, voilà, j'ai au jour d'aujourd'hui gardé à titre perso LinkedIn parce que je pense qu'effectivement c'est le réseau qui me plaît et qui doit être alimenté. Maintenant, sur le reste, effectivement, j'ai choisi de ne pas y être. Et c'est un vrai choix. Et aujourd'hui, j'en suis content. J'en suis content parce que je t'assure que j'ai récupéré du temps. Et quand je suis en famille, je suis en famille. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Mmh. Ah, c'est extrêmement important, et ça me fait penser à beaucoup de situations, en fait, du quotidien, et je pense que tous ceux qui ont des réseaux comme ça et qui sont assez actifs, l'ont déjà vécu, alors qu'on est au resto, ou juste à un apéro avec des gens, eh bien, le téléphone s'allume, hop, on le prend, on fait une photo, on fait mais en fait, on n'est pas, le fameux ici et maintenant, on n'est pas là, quoi, on est ailleurs. Donc C'est ça. il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Exactement. Et le Mmh. parallèle peut se faire aussi dans le domaine du trail, hein, parce que c'est vrai que moi, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a un mois, je suis allé courir avec deux amis trailleurs et, et ça m'a énervé de les voir autant sur leur montre et sur Strava, parce qu'au final, on a oublié l'essentiel, c'est de se parler. C'est-à-dire que ce sont des gens que je vois pas beaucoup. Voilà,
On a choisi de courir ensemble, c'était aussi pour prendre des nouvelles. Et, et là, voilà, la sortie terminée, je leur ai dit, bah, c'est un petit peu dommage de vous voir autant sur les montres, parce que il faut profiter finalement de ces moments-là. Et c'est vrai que c'est aussi un petit conseil que voilà que je vais me permettre de donner aux auditeurs, c'est que Strava c'est bien, la montre c'est bien, mais voilà, des fois il faut pas oublier l'échange, enfin voilà le réel, tout simplement. On est avec des gens, il faut savoir partager le moment avec des gens, et rien ne vaut finalement la discussion sur le sentier, quoi. C'est hyper important de pas oublier ça en fait. Mmh. Et tu vois, ça me fait penser à, une conversation que j'ai eue avec Beñat Marmissol sur le podcast, un épisode fabuleux que je recommande. Qui, tu vois, il avait, une box, qu'il avait reçue chez lui. Ça faisait 1 an qu'elle était encore dans le carton, il avait toujours pas installé, donc pas le wifi chez lui et cetera. Donc tu vois, la déconnexion, lui, il est vraiment, stade, ultime, Mhm. et il parle vraiment très bien de ça, de cette, relation aux gens, d'être vraiment, là où on est. Et c'est oui, oui, c'est comme tout en fait. C'est des outils qui sont très bons, mais ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Un marteau, si tu t'en sers pour planter un clou, c'est génial, mais si tu t'en sers pour, pour taper sur ta main, c'est pas terrible, quoi. C'est tout à fait ça. Hem, Ouais. mmh, donc Complètement. ces Pas outils doivent utiliser en ces rester des outils à outils. l'extrême, quoi. C'est Voilà, ça. exactement. À bon escient. Tout à fait. Mmh. Ouais. Alors toi, quelle est ta pratique de la course à pied et qu'est-ce que ça t'apporte, concrètement? Eh ben écoute, moi déjà je suis arrivé par la voie classique, hein, tout simplement. Un beau jour, tu décides d'arrêter le foot parce que c'est trop chronophage avec les 3 entraînements par semaine et puis surtout tout le dimanche. Forcément, tu n'es pas à la maison. Tu te dis vers quoi on se tourne. Bah, pourquoi pas la course à pied parce que je peux choisir où courir et quand courir. Donc voilà, comme tout le monde, on démarre par des petites courses. Ensuite, on se dit, allez, pourquoi pas se lancer un petit défi, le semi-marathon. On le prépare, ça marche bien. Ensuite, le marathon. Et puis, j'ai envie de te dire, il y a quoi, il y a 10 ans, j'ai vu ce réel engouement pour la course de pleine nature émerger. Et après avoir fait donc un premier trail au Cap d'Erquy l'année bruyère, et j'en reparlerai du Cap d'Erquy parce que ça, pour le coup, c'est vraiment mon terrain d'entraînement. Ben voilà, la magie a opéré, et d'un petit trail de 10-12 kilomètres, ben tu souhaites aller un petit peu plus loin, voir tes aptitudes, et puis au fil du temps, tu arrives à des distances effectivement un petit peu plus longues. Et voilà, je dirais que moi je suis un amoureux de la nature depuis toujours, hein, et amoureux du sport aussi, puisque j'ai une formation STAPS. Et en l'occurrence, j'ai trouvé dans le trail tout ce que je voulais finalement, hein, puisque le foot ne me manque absolument pas, si je tiens à le dire. Et dans la pratique du trail, pour moi, il y a 3 notions extrêmement importantes. Il y a cette première notion de balade. Pour moi, le trail et encore plus l'ultra trail, j'aime à dire que je pars sur une longue balade. Voilà, et ça c'est important parce que ça sous-entend finalement que les yeux restent ouverts et qu'on profite finalement des beaux terrains de jeu que nous avons. Et ça, il faut le faire. Il faut garder les yeux ouverts. Il faut profiter du moment présent sur cette belle balade qui nous est proposée. Ensuite, il y a la notion de plaisir, hein, tu l'as compris, moi le plaisir, pour moi, il est fondamental, et je pense qu'il y a rien de mieux que le plaisir pour développer de toute façon ses compétences et gagner en confiance. Donc on doit garder du plaisir sur cette discipline, hein, qu'on fasse un 10 kilomètres ou un 100 ou un 160, c'est la même chose, il faut qu'on garde cette notion de plaisir.
Et puis voilà, la troisième notion que je venais chercher finalement dans cette discipline, c'est l'introspection en fait. Hein. C'est de mieux se connaître. Voilà, gérer l'effort, le dépassement de soi, l'abnégation, tout ça, je le mets un petit peu moi dans cette partie introspection. Euh, et force est de constater qu'aujourd'hui, ouais, le trail et l'ultra trail m'apportent vraiment beaucoup dans mon quotidien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce soit en Pour pour sérénité, voilà, en confiance en soi, ça m'a vraiment aidé à passer un cap. En fait. Pourtant cette notion de plaisir, dans le trail et dans l'ultra trail, elle est assez, relative et c'est toutes les personnes qui ne pratiquent pas le trail et l'ultra non, c'est encore plus vrai, comprennent pas vraiment en fait, ce qu'on va chercher dans la douleur en fait. Parce que souvent on dit que là où on a vraiment du plaisir, c'est au début, il y a toute l'adrénaline du départ avec, le souvenir de cette préparation longue, intense, et puis enfin le jour J est là, il y a une bonne ambiance, les copains sont là. Et l'arrivée, c'est pareil, ligne d'arrivée, accomplissement, le public, la musique. Là, il y a du plaisir, mais finalement entre les 2, il y a beaucoup de souffrance. Où est vraiment le plaisir finalement, quand on a ce tableau qui est dressé? Alors, je suis d'accord avec toi. Hein, je vais pas dire que quand on part sur un 160 km, il y a que du plaisir et on a le sourire tout du long. Il y a de la souffrance aussi, mais le plaisir, c'est finalement de se dire qu'on a, voilà, on a une longue balade à faire, qu'il faut la gérer. Et c'est finalement le plaisir de se déplacer d'un point A à un point B. Et ça, c'est extrêmement jouissif en fait. Hein. Et c'est voilà, c'est pour le coup, c'est pas à toi que je vais apprendre que notre pratique est extrêmement addictive, mais c'est de se dire, voilà, moi je le prends un petit peu comme lorsque j'ai un départ, voilà, d'ultra trail, je le prends un petit peu comme un moment à moi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je quitte bah, mon train-train quotidien et je pars sur un effort très long. Et en fait, c'est le plaisir de se dire qu'on part sur un effort très long. En tout cas, je parle pour moi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de ne pas me mettre de pression parce que je pense que c'est très mauvais ça avant une course. Et puis je me dis, voilà, l'objectif c'est de terminer, c'est de partir en balade, c'est de prendre du bon temps, c'est d'échanger avec des coureurs, c'est d'échanger aussi avec les gens, les bénévoles au ravitaillement, c'est d'échanger avec la famille quand la famille est présente. Et donc du coup, voilà, à partir du moment où tu sais qu'il va y avoir des hauts et des bas, ben mentalement, il faut juste se dire que les bas, il faut que ça passe assez vite. Voilà, il faut avoir, je pense qu'il faut nourrir des pensées extrêmement positives. Il faut balayer tout ce qui est pensée noire. Et la notion de plaisir, je t'assure que tu peux l'avoir tout du long de la course. Voilà, je sais qu'il y a un peu de souffrance, il faut l'accepter. Mais pour ma part, je t'assure qu'après après quelques ultra trails quand même de parcouru, j'ai toujours essayé, j'ai toujours réussi à garder cette notion de plaisir lors de mes courses. Mmh. Mais je crois qu'en fait, ça vient aussi du fait d'être de la préparation et puis hem, de finalement ne pas être au-dessus des objectifs qu'on est capable de faire soi-même, parce que c'est vite tentant en fait d'aller augmenter les distances, vouloir, préparer, surpréparer, ces épreuves et puis finalement de se présenter à un événement auquel on n'est pas prêt ou qui n'est pas fait pour nous ou on fait ça parce que les autres le font, sans fait on le fait pas pour les bonnes raisons et C'est c'est ça. peut-être là que le plaisir n'intervient plus, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas à se dire que l'ultra trail, c'est une discipline différente du trail et c'est pas mieux ou moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver sa discipline. J'écoutais Thibaut Barognan sur ton podcast dire bah voilà moi effectivement aujourd'hui j'ai pas envie de passer sur des distances de plus de 100 km parce que ça me convient bien et il faut juste
choisir la distance qui nous convient et c'est pas, moi je le rejoins, hein, dans sa réflexion lorsqu'il dit, un marathon c'est pas, moins difficile, qu'un 160 kilomètres quand on joue la gagne et même quand on ne joue pas la gagne. Il faut voilà, il faut juste se dire que c'est un effort. Enfin, faut pas banaliser, l'effort et moi j'ai autant, d'admiration sur une personne qui termine un 10 kilomètres qu'un 160. Voilà, c'est important de le rappeler aux auditeurs, c'est qu'il n'y a pas que l'ultra trail, hein, honnêtement. Moi, j'ai trouvé la discipline qui me plaisait parce que, je dois t'avouer que j'adore la nuit. Voilà. J'aime courir la nuit. Maintenant, voilà, si demain, j'ai envie de te dire, mon corps m'envoie des signaux comme quoi il faut faire, pour revenir à du 20, 30, 40 kilomètres, je reviendrai à ces distances-là, sans aucun problème. C'est pas, pour moi, l'ultra trail n'est pas un graal. C'est juste une discipline qui, ouais, nécessite finalement des aptitudes différentes. Voilà. Il faut gérer l'effort. C'est ça, en fait, Voilà. comme tu l'as dit, et ça, c'est aussi quelque chose que je répète souvent et que je pense profondément, c'est que, c'est 2 sports différents, en fait, d'aller courir 20 kilomètres, ou d'aller courir 160. On n'est pas sur le même sport. Ça demande pas du tout les mêmes capacités physiques, enfin, c'est comme comparer, le futsal et le foot, sur un grand terrain à 11. Alors je sais pas si l'exemple est très, très bon, je fais pas de foot, mais finalement l'effort il est pas le même, c'est pas la même stratégie, enfin il y a Non, mais c'est ça, tellement de c'est paramètres qui exactement ça. changent. Mm. Ouais, l'effort n'est pas le même. Ouais. Et du coup, tu me disais, aussi en préparant, que, l'entraînement, la préparation, c'était, quelque chose qui toi te faisait parfois un peu peur, t'inquiéter chez certaines personnes? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, alors je fais partie des gens qui pensent que voilà, l'ultra trail, notre discipline, notre chère discipline, doit finalement rester une discipline, voilà, qui nourrit du plaisir et le plaisir doit passer finalement avant la performance. Et donc du coup, alors c'est vrai que moi j'ai toujours fait confiance aux signaux de mon corps. J'ai toujours essayé finalement d'avancer seul, sans coach ou sans programme d'entraînement. Et voilà, quand je me sens bien, je fais un peu plus que prévu. Et quand mon corps me dit aujourd'hui, voilà, il y a pas de force, il y a pas d'énergie, je vais pas contre les signaux de mon corps. Et, et ce qui me fait peur dans voilà l'entourage de mes amis trailleurs, c'est de voir certains vouloir avancer très vite, se mettre dans une bulle, respecter à la lettre, et vraiment à la lettre, un plan d'entraînement précis, un programme d'alimentation précis, et d'en oublier finalement la vie réelle, quoi, la vie de famille, les bons apéros entre amis. Et je pense que jusqu'à preuve de contraire, voilà, il y a quand même très peu de personnes qui vivent de l'ultra trail. Donc ça ne doit pas non plus devenir la priorité du quotidien. Et donc voilà, attention, hein, je fais pas loin de moi la leçon de morale ce matin, mais de ma petite fenêtre, le conseil que je donnerais à nos amis auditeurs, c'est voilà, c'est de pas se prendre la tête. Voilà, c'est vivre et laisser vivre. Voilà. Parfois, on se met trop de pression avant une course. La course se passe pas comme on souhaiterait, et puis là aussi, plus dur est la chute derrière. Donc il faut prendre de la hauteur, hein, par rapport à notre discipline. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vivre et laisser vivre, hein. Le plaisir doit prévaloir sur la performance, et il faut pas oublier les priorités donc dans la vie. C'est partager des projets en famille, c'est continuer d'avancer professionnellement parlant, ça c'est important aussi.
Voilà, je crois qu'il y a un réel équilibre, hein, à trouver entre sa passion, sa vie de famille et puis son métier. Et ce qui est fourbe dans toutes ces choses-là, dans tous ces conseils-là, c'est que, hem, c'est plein de bon sens, et finalement, quand on y réfléchit, c'est tout ce qu'on devrait faire et pourtant, malgré qu'on le sait, on ne le fait pas, et ça, c'est assez c'est assez frustrant, tu vois? Je prends mon exemple, je sais très bien qu'après un ultra, il faut, observer un temps de récupération important parce que le corps a ramassé sur la prépa, sur l'effort en lui-même, et cetera, et dernièrement, je ne l'ai pas fait, et bah, sanction, fracture de fatigue, et voilà. Donc Ouais, ça pardonne pas, ouais. tu tu vois, enfin, je suis quand même assez bien placé pour discuter avec pas mal de professionnels de la santé, dans ce podcast et ailleurs, pour savoir ces choses-là et pourtant, bah, il arrive qu'on ne le fasse pas, on fasse pas ce qu'il faut, on voilà, on fait des erreurs, hein, et je pense que ça, c'est quelque le surentraînement notamment, c'est quelque chose que ceux qui, s'entraînent vraiment beaucoup, ils sont sensibilisés parce qu'ils s'intéressent à la discipline, donc ils connaissent ce sujet, heu et pourtant Et ça pourtant. et pourtant, Ben ouais, on en veut toujours plus, quoi, hein, c'est ça, hein. Et puis, là aussi, je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi, je connais pas bien ce travail, hein, je vais te l'avouer, je suis pas dessus, mais lorsqu'on est au repos et qu'on voit les autres gambader, bah, il y a forcément l'incitation à vouloir regambader, et alors qu'on devrait se reposer. Il faut faire aussi attention à ça, c'est que là encore, il faut, je l'ai aussi entendu sur ton podcast, il faut respecter la période de repos parce qu'elle fait vraiment partie de l'entraînement finalement. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette période de repos, fait partie de l'entraînement et comme on dit, hein, c'est pendant la période de repos qu'on progresse et c'est pas pendant l'entraînement, parce que pendant l'entraînement fait régresser et puis c'est cette période de reconstruction qui fait que l'on va progresser, même si ça paraît parfois contre-intuitif, c'est pourtant le Ouais, cas. mais c'est tout à fait ça. Mmh. Alors C'est tout à toi, fait du coup, ça. dans cette, parce qu'on l'a pas dit, mais tu as quand même un sacré niveau, en trail, à quoi ressemble, finalement une semaine classique pour toi d'entraînement et puis de conciliation entre la vie pro, vie famille, quel est le temps que tu consacres à l'entraînement du coup? Alors écoute, moi j'essaye d'aller, j'essaye d'aller courir, on va dire 5 fois par semaine. C'est beaucoup, hein, 5 fois, mais toujours en écoutant mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te le disais, il y a des fois, je vais courir, une petite heure et ça sera très bien. Et puis il y a des fois, voilà, c'était pas prévu, mais j'ai plutôt envie d'aller faire 2 à 3 heures de sortie. À cette sortie-là, j'essaye toujours, et ça, mon métier qui me fait quand même pas mal voyager me permet finalement de changer les sentiers. Je pense que ça, c'est important aussi, c'est de ne pas oublier on a plein de beaux sentiers en France, on a plein de beaux sentiers en Bretagne, et qu'il faut varier vraiment les sentiers. Ça, c'est important. Rompre finalement la monotonie du sentier emprunté. Derrière, je pense aussi qu'il faut aller chercher de l'entraînement croisé. Alors moi, je suis pas du tout vélo, mais par contre, je suis natation. Et du coup, voilà, j'essaye de coupler des sorties running avec de la natation. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien pour le souffle. Et ça me fait du bien aussi pour les articulations. Donc une semaine type, globalement, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit parce que bah, je respecte pas forcément de plan d'entraînement. Des fois, j'en fais un peu plus, des fois, j'en fais moins.
Par contre, ce que je respecte, c'est finalement le triptyque entraînement, sommeil. Pour moi, le sommeil est capital. C'est-à-dire que je suis un couche-tôt. Voilà, je suis à 22 heures au lit. Et par contre, je suis aussi un lève-tôt puisque je m'entraîne plutôt le matin. J'aime aller gambader, moi, quand tout le monde dort encore. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien aller courir à 5h30, 6h et revenir à 8h à la maison pour entamer ma journée. Euh, En fait, ça fait partie d'un petit rituel que j'ai depuis 2018, hein, depuis finalement cette fameuse préparation pour la Diagonale des Fous, où là, j'ai eu mon dossard qui m'a été offert par ma compagne à Noël et je me suis dit, ben voilà, il faut y aller maintenant, hein. On va essayer de trouver finalement le moyen de s'entraîner et je me suis dit, ça sera le matin. Et je regrette pas mon choix puisque depuis 2018, ben ouais, je j'aime bien le matin. Voilà, j'aime beaucoup le matin et je trouve que ça vient égayer ma journée. Voilà, mon petit sport le matin est capital. C'est Donc c voilà. c'est quelque chose que tu as mis en place, de façon radicale ou finalement de façon assez progressive de te coucher tôt et puis de te lever plus tôt pour aller t'entraîner le matin? Alors c'est une bonne question et j'ai plutôt envie de te dire que ça a été radical. Et j'aurais aimé que ce soit progressif. Ça a été radical parce que mais comme tout le monde, quand on a le verdict finalement d'être inscrit et d'être voilà pris sur une fameuse course comme la Diagonale des Fous, on a finalement une espèce de compte à rebours qui démarre. Et du coup, on se dit bon bah voilà, j'y serai, donc il va falloir commencer à s'entraîner et on va essayer de faire les choses plutôt bien pour éviter toute souffrance finalement le jour J. Et donc du coup, moi je me suis dit, voilà, le soir c'est vraiment pas pour moi, pour l'entraînement. Le soir pour moi c'est la famille. Le midi pourquoi pas, mais voilà, il faut trouver le temps. Et puis il me restait le matin et je me suis dit tiens le matin, est-ce que effectivement je peux pas me lever un peu plus tôt et est-ce que je peux pas aller finalement m'entraîner le matin pour ne serait-ce que pas perturber l'équilibre familial. Et globalement, les tout débuts, je m'en souviens très bien, je continuais de me coucher à minuit et donc le réveil à 5 heures, il était compliqué. Il était très compliqué, j'avais pas mon quota de sommeil. Donc progressivement, finalement, progressivement, on va dire d'une manière non radicale, j'ai choisi de me coucher beaucoup plus tôt et ça a marché, ça a fonctionné. Et depuis début 2018, je garde ce rythme qui est ouais, le coucher, on va dire, à 22 heures et le lever, on va dire, entre 5 et 6. Quoi. Parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, parce qu'effectivement quand tu dois trouver du temps, tu es bien obligé de t'adapter et puis, hem, en fait, quand tu as des enfants en bas âge aussi, le soir, c'est le moment où tu souffles un peu, tu sais? C'est ça y est, ils sont C'est ça. couchés, tu sais, tu as enfin du temps pour toi, à faire ce que tu as vraiment envie de faire, hem et du coup, c'est vite tentant, en fait, de se laisser aller dans la soirée, heu, Exactement. ouais. Ouais, ouais, Et on du est, coup, on est si tous passés on par doit là. se Hein. lever plus tôt le matin, c'est pas compatible en fait, il y a au bout d'un moment, comme tu dis, on a besoin de ce temps de sommeil et l'entraînement de matin, pourtant ça fait extrêmement de bien, en fait, du bien de commencer cette journée en ayant eu cette activité physique. L'impression Ouais, c'est ça. d'être C'est ça, un libéré, réveil un d'être, peu musculaire, quoi. Hein. Ouais, mmh, c'est ça. Et un petit peu comme toi, parce que je crois savoir que tu ne dépasses pas forcément les sorties de 2 heures, 2h30. J'essaye de faire la même chose en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, je pars m'entraîner. Je te dis, des fois c'est une petite heure, des fois ça va être 2 heures et ça me va bien. Voilà. Après, je fais pas de piste.
je fais pas de fractionné en fait, hein, je cours au plaisir en fait, hein. Donc après, est-ce que, alors forcément sur le papier, je, je vais pas forcément progresser, mais c'est pas le but en fait, c'est de garder vraiment la dimension plaisir. Lorsqu'on a une bonne surprise à l'arrivée avec un bon classement, c'est très bien. Mais l'objectif avant tout, finalement, c'est de limiter la souffrance, c'est de garder cette dimension plaisir sur une course. Et puis, voilà, finalement, c'est de pas faire, enfin, de ne pas se faire trop mal sur l'effort. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, pour ne pas se faire trop mal, je pense que la préparation, elle est vraiment autant physique que mentale, hein. Moi, j'en veux pour preuve sur 2021. Donc, j'ai enchaîné l'UTMB et le Grand Raid des Qatars. Et dans ma tête, l'objectif principal était l'UTMB et pas le Grand Raid des Qatars. Donc, il y a eu une préparation finalement mentale différente. L'UTMB avec, je pense, peut-être un peu trop de pression ou un peu trop de schéma tactique en tête avant la course. Et du coup, ça s'est pas passé comme je le souhaitais, puisque assez vite, col du bonhomme, je suis avec 4 autres coureurs dans les 70 premiers. Je décide, alors que j'étais vraiment prévenu qu'on était sur un plan grand froid, il faisait -10 là-haut. Je décide de monter en petit maillot, quoi, hein, sans gants, sans me couvrir, pendant que les 4 autres coureurs s'arrêtent en bas et se couvrent. Et donc, du coup, erreur de débutant, voilà, je l'ai payé cash là-haut. Tu vois, j'ai voulu partir seul et au final, je me suis arrêté seul là-haut, hypothermie. Il a fallu que je négocie pour repartir avec la Croix-Rouge. Donc peut-être, tu vois, trop de stratégie, trop de pression pour bien faire cette course-là. Et puis en parallèle à cela, tu vois, 1 mois et demi après, je suis sur le Grand Raid des Qatars qui fait la même distance et je me souviens très bien, je l'aborde finalement sans aucune pression. Voilà, je crois même que je suis encore à envoyer des mails à 1 heure du départ, ce qui est pas bien, hein, ce qui n'est pas bien. Mais au final, voilà, je démarre le Grand Raid des Qatars, voilà, extrêmement relâché. Et au final, tout se passe bien. Tout se passe bien. J'ai pas de moment de souffrance. J'ai, euh, j'ai vécu une belle course et au final, voilà, un classement honorable que j'attendais pas. Donc c'est bien. Tu vois, et ça, j'insiste là-dessus, c'est que en analysant un petit peu ces deux préparations de course qui sont fondamentalement différentes, eh ben, je sais que ce qui m'a fait réussir au Grand Raid des Qatars, c'est le fait finalement d'avoir été complètement relâché avant cette course-là, sans pression, sans aucune pression. Je partais finalement faire un rush, quoi, presque ça. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, notamment sur des courses mythiques comme l'UTMB, la Diagonale, ou ces courses où c'est vraiment presque un objectif de vie pour certaines personnes de d'accomplir en fait ces distances-là et puis d'y arriver et puis, et on s'estime déjà tellement heureux d'être là, d'avoir tellement de chance, d'avoir réussi les tirages au sort que finalement il y a une pression qui s'installe en se disant: C'est «J'ai ça. j'ai pas le droit de me foirer, de me louper parce que, j'ai tellement de chance d'être là» et et ça c'est un élément je pense auquel on ne s'attend pas et ça nous tombe un peu dessus. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mmh. Mm. Et du coup, toi, maintenant, ce que tu as appris de ça, c'est, tu te fais tu une routine, tu as quelque chose comme ça que tu as, mis en place ou finalement c'est, assez naturel? Écoute, en tout cas, j'ai appris de ces deux courses-là parce que je pense qu'effectivement, à l'avenir,
Je l'avais déjà fait hein, sur le Lavaredo à partir extrêmement relâché. Voilà, je me sentais vraiment pour le coup dans les Dolomites en vacances et j'étais super content finalement de prendre le départ extrêmement relâché. Ça s'était bien passé aussi. Et je vais continuer sur cette lancée-là en fait. Je vais essayer voilà, d'accentuer encore plus la notion de balade sur une course et de partir extrêmement relâché. Voilà, je pense que ça, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Et là encore, hein, je parle pas forcément performance ou classement, je parle de notion de plaisir. Pour moi, une course qui fonctionne bien, c'est quand on voilà, quand on se met pas trop dans le rouge et qu'on arrive à gérer son effort de A à Z, quoi. Et ça, c'est important. Donc, je vais poursuivre là-dessus. Vraiment essayer de ne pas me mettre de pression et d'arriver extrêmement détendu sur des lignes de départ. Voilà. En tout cas, en 2022, c'est ce que je vais faire. Mais c'est un très, très bon conseil ça de finalement vivre un départ comme si tu, prenais le départ d'un off et d'une balade entre amis. Mm. De le voir comme ça, en fait et parce que sur un off, tu aucune pression, C'est ça. enfin, je veux dire, tu ça le fait plus, tu t'arrêtes, enfin voilà, fin de l'histoire. Pourquoi finalement ce serait pas pareil sur un trail long? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait la pression? Pourquoi, tout le monde dit, de toute façon que je finisse, 100, 200 ou 300, l'histoire elle s'en souviendra pas et et ce que je C'est ça. retiendrai, c'est les Exactement. paysages, les moments, les voilà, donc enfin, c'est vrai que ça paraît mais après, c'est encore une fois, c'est facile à dire, parfois difficile à faire pour certaines personnes de ne pas se mettre la pression, mais je crois aussi que ça vient avec l'expérience. Oui, je C'est pense comme les aussi, prises hein, de parole en je vais pas te le public, cacher, hein. quand la 1re fois tu dois prendre la parole en public, tu transpires dans tous les sens et puis au bout de la 100e fois, bon. C'est ça. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Ça vient avec l'expérience, hein. Mmh. Ouais, tout à fait. Hem, François, on arrive déjà à 45 minutes, plus de 45 minutes d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre conversation? Mais écoute, déjà, j'ai vraiment apprécié échanger avec toi. Et puis, non, juste insister encore, tu vois, sur deux choses, hein, deux choses qui me tiennent à cœur. D'abord, la déconnexion, c'est le nouveau luxe, hein. Voilà, c'est le nouveau luxe de notre vie. Et puis, la deuxième chose, voilà, c'est vivre et laisser vivre. Faut vraiment, pour le coup, essayer de prendre un petit peu de hauteur hein, par rapport à notre discipline qui est le trail. Et voilà, on peut vivre sa passion, hein, mais surtout garder la dimension plaisir en tête. C'est important. Et puis, je vais terminer, François, par une petite invitation. J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, J'aimerais t'inviter à gambader ensemble sur le Cap d'Erquy parce que le Cap d'Erquy, c'est pour moi, c'est là que tout a commencé. C'est mon terrain d'entraînement. Je sais que tu as un super terrain d'entraînement du côté de la presqu'île de Crozon, mais je t'assure que le Cap d'Erquy est magnifique et j'aimerais te lancer cette invitation. Voilà, j'aimerais que tu viennes courir, gambader avec moi, avec Flo, hein, qu'on passe un bon moment sans montre et qu'on arrive à passer un bon moment là-bas. Eh ben, j'accepte avec grand plaisir. Ça reste un coin de Bretagne, mais c'est un coin de Bretagne que je connais pas bien. Il y a quelques trails dans ce côté-là que j'ai pu faire. Je pense à l'Endurance Trail des Corsaires, qui est pas très loin, mais c'est pas encore, Pas très loin. c'est pas cet endroit-là. Et c'est un endroit que j'ai pas mal entendu parler et donc j'accepte avec grand plaisir, hein. Moi, de toute façon, dès qu'il y a moyen de découvrir un nouveau coin en Bretagne, je dis oui. En Bretagne ou ailleurs d'ailleurs. Donc avec grand plaisir, j'accepte, ouais, vraiment. Bon, eh ben, on Hem, aura rendez-vous ensemble. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui, veulent en savoir un peu plus sur François, ou sur Paul et Malo? Eh ben, écoute, sur Paul et Malo, il y a un site et puis sur ceux qui veulent vivre l'aventure slow, donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà, je suis présent uniquement sur LinkedIn.
et c'est déjà pas mal. On l'a vu, c'est déjà pas mal, ouais, effectivement. Merci beaucoup François pour ce moment. Plein de philosophie, de messages auxquels il faut réfléchir, appliquer. Mais comme je le dis aussi souvent sur le podcast, n'essayez pas de révolutionner votre vie, ça ne fonctionne pas. On change une étape par une étape, progressivement, et puis c'est là qu'on arrive à finalement un peu plus de sagesse, un peu plus de choses qui sont bonnes pour notre corps, pour notre esprit, au fur et à mesure, sans vouloir révolutionner sa vie, parce que ça tient pas, hein. Merci beaucoup François. Merci à toi François, ce fut un réel plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com.